Madame, Monsieur, bonsoir. Plus de 3000 participants, des maires, des élus, des experts et des responsables institutionnels venus du monde entier se sont donné rendez-vous cette semaine à Tanger à l'occasion du 8e congrès mondial de l'Organisation des cités et gouvernements locaux unis, la CGLU, consacrée à une question plutôt centrale, celle des services publics locaux et de leur capacité à répondre aux fractures de notre époque. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message fort qui place le gouvernement territorial ou la gouvernance territoriale au cœur des enjeux de justice sociale, de cohésion et de développement. Une phrase en particulier résonne: l'accès aux services de base est un droit du citoyen et ne devrait dépendre ni de son lieu de résidence ni de sa condition sociale. Cette phrase en dit long, elle dit beaucoup, elle rappelle surtout un diagnostic que le souverain a d'ailleurs appelé lors de différentes occasions. Ce Maroc à deux vitesses, où quelques kilomètres peuvent parfois suffire à creuser des écarts considérables, soit pour accéder aux soins de santé, à une éducation digne, et même jusqu'aux besoins élémentaires de l'accès à l'eau. La question est aussi celle de l'équité territoriale, et pour cause. Que vaut une politique publique si sa promesse s'arrête aux frontières des grands centres urbains? Que signifie la croissance lorsqu'elle reste inégalement distribuée dans l'espace? C'est pourtant l'ambition même du chantier de la régionalisation avancée. Alors comment faire en sorte que la justice territoriale dépasse le discours pour devenir une réalité tangible dans la vie quotidienne des citoyens? Comment mesurer la performance d'une commune autrement que par le budget consommé? Réponse concrète, outils et alternatives ce soir avec nos trois experts en politique territoriale présents avec nous sur le plateau ce soir. J'ai à ma gauche l'économiste des territoires et consultant en stratégie et politique de développement Tariq Ardim. Bonsoir. Bonsoir Madame Essam, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Nous avons également avec nous un autre académicien, il est professeur de l'enseignement supérieur, professeur Abdelaziz Khalfaoui. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir à vous, merci pour l'invitation. Marhaba bik. Il est aussi économiste expert en gouvernance institutionnelle et développement territorial. Bonsoir Atman Fahim et bienvenue parmi nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. D'abord, messieurs, ce message royal et avec ces différentes orientations, Tariq Ardim, le message principal que vous retenez de ce message adressé aux participants de ce 8e congrès de CGLU. D'abord, ce message royal vient justement corroborer tout le travail qui a été fait par le Maroc depuis au moins il y a maintenant une dizaine d'années, en maintenant et en renforçant le rôle de ce processus de la régionalisation avancée, qui est un rôle effectivement majeur, afin d'instaurer justement ce qu'on appelle l'État territorial. C'est un rôle qui met en place également une nouvelle vision, je dirais même une mutation paradigmatique de l'action publique au niveau national, portée également au niveau territorial par les différents acteurs territoriaux. Le message a également dressé, je dirais même, un bilan de toutes les initiatives portées au niveau national pour justement renforcer le rôle des institutions territoriales dans la mise en œuvre des politiques publiques territoriales. Le rôle des institutions territoriales dans le renforcement de la qualité des services publics locaux. Surtout, justement, que le thème de cette année de la CGLU, de la conférence annuelle de la CGLU, est celui des services publics locaux universels. Alors, en fait, le message royal est également à rappeler également le rôle des institutions élues dans la mise en œuvre de cette régionalisation. Et il a rappelé également cette tension structurante qui reste encore toujours présente dans les discours, mais également dans les pratiques de l'action publique. C'est les discours qui relient en fait cette universalité dans la mise en œuvre de ce qu'on appelle le SMIG territorial, mais également la soutenabilité de certaines pratiques au niveau territorial, c'est-à-dire comment en fait on peut rendre plus soutenable l'efficacité des programmes territoriaux, comment on pourrait davantage travailler sur les prestations au niveau territorial. En fait, en quelque sorte, le message clé, c'est qu'aujourd'hui, pour le cas marocain, bien sûr, parce que n'oubliez pas que là, ce colloque, cette messe, en fait, a réuni plus de 3000 gouvernements locaux unis en Afrique, mais également dans le monde.
comment en fait passer l'État, comment il pourrait passer d'un rôle de gestionnaire des services à un architecte de ce qu'on appelle l'habitabilité territoriale. Vous avez posé beaucoup de questions et je pense qu'elles feront aussi l'objet de réponses tout au long de cette émission parce qu'il y en a beaucoup effectivement. Et notre rôle aussi, c'est bien sûr de joindre la réflexion à ce qui a été discuté. Vous avez bien fait de rappeler le nombre de participants qui n'est pas quand même négligeable. On parle de 3000 participants venus des 4 coins du monde pour discuter du local. Exactement. Dans le global. Je continue mon tour de table, Athmane Fahim, sur ce qui a retenu votre attention dans ce message royal adressé aux participants donc, de cette 8e édition du congrès de la CGLU. Moi, je mets l'accent sur 2 points. Cette question de durabilité et de résilience, mais aussi cette question de justice et d'équité territoriale. Moi, je pense que c'est les 2 points sur lesquels la régionalisation avancée en tant que processus a essayé d'apporter un certain nombre de réponses. Bien sûr, ce n'est pas le rôle exclusif aujourd'hui des collectivités. Donc, comme disait Si Ardim, on est dans une phase de transition. Donc, il y a un processus, il y a une démarche, il y a une approche. Et donc, du coup, à mon sens, ce qu'il faudrait vraiment voir, c'est ne pas s'atteler aux difficultés et essayer de pénaliser un certain nombre d'acteurs, parce qu'aujourd'hui, on est quand même en train d'adopter une certaine refonte justement d'un certain nombre d'acteurs, d'institutions, mais aussi de responsabilités et de prérogatives, et on aura le temps d'en discuter. Moi, je pense que le vrai enjeu aujourd'hui, c'est que l'action, on va dire, oui, plus ou moins l'action publique au niveau local doit être centrée usager, et donc du coup citoyen. Et à mon sens... Oui, ça a été rappelé par le souverain dans son message, avec ce principe fondamental de la gouvernance qui doit être basée sur la proximité, sur la concertation, cette participation que vous évoquiez, sur la transparence. C'est la question et effectivement de proximité qui doit être justement au centre de l'ensemble des sujets. Pourquoi ? Parce que si on n'arrive pas à aboutir justement à des services de proximité efficients et accessibles à tous, il est très difficile d'envisager une justice quelconque. Alors, c'est intéressant aussi de s'arrêter sur ce concept, professeur Abdelaziz Khalfaoui, ce concept de justice sociale aujourd'hui et comment le Maroc appréhende cette justice sociale au vu du contexte national et aussi international. Comme d'ailleurs ça a été rappelé à très très juste titre dans ce message du souverain aux participants au Congrès. Très bien, donc c'est-à-dire que le Maroc se caractérise par une disparité territoriale et spatiale entre les régions le constituant. Donc selon les derniers chiffres du Haut Commissariat au Plan, 3 régions sur 12 contribuent à pratiquement 60% de la création de richesses nationales, le PIB. Donc ça montre à quel point le gap est considérable entre les régions. Et justement, le rôle du pouvoir local, c'est essayer de réduire ces écarts pour plus de justice sociale entre les territoires et les régions marocaines. Et en ce sens, ce message royal vraiment donc, responsabilise l'action locale, que ce soit des élus, que ce soit des associations, qui sont désormais un partenaire avec l'État central justement pour aller dans le sens de plus de développement durable, inclusif, qui assure plus de justice sociale entre les territoires marocains. Alors, où se situe aujourd'hui la fracture la plus préoccupante, messieurs ? Est-ce que c'est au niveau du développement, comme vous avez évoqué tout à l'heure, ces 3 régions sur 12, donc le quart des régions qui fournit près de 60% de la richesse nationale, ou elle se situe justement sur cette justice, ou c'est plutôt à caractère social ? Est-ce que c'est développement ou c'est plutôt territorial, social, démocratique, etc. Professeur Khalfaoui, je donnerai la parole après. Sont liés parce que c'est grâce à la croissance qu'on aboutit au développement et c'est grâce au développement qu'on arrive plus ou moins à asseoir une justice entre les territoires. Donc je pense que ce sont des notions qui sont très, très interdépendantes. Donc instaurer une croissance économique, un développement économique aboutira in fine par plus de justice sociale entre les territoires.
Atman Fahim, et surtout comment passer de cette logique de rattrapage territorial à une logique de droit opposable aux actions, aux services de base. Je peux rejoindre le professeur en disant qu'effectivement, la croissance, ça peut être un canal, mais pas une finalité. Moi, je suis plus dans une logique de, comme l'a relevé Tarek tantôt, de dire qu'aujourd'hui, l'État a un rôle à jouer dans les territoires. Et donc, du coup, forcément, le SMIC territorial, cette question justement de disparité sociale et de disparité spatiale est un sujet qu'il faut régler, quelle que soit la vocation économique de la région, quelle que soit la vocation économique du territoire. Il faut un minima à n'importe quel citoyen, quelle que soit sa situation sociale, ou encore des possibilités ou des débouchés économiques existants. Pourquoi ? Parce que si on essaie de corréler croissance avec développement, on ne va pas finir. Et donc, du coup, forcément, on va rester sur cet axe Tanger El Jadida, où la principale production et richesse est concentrée. Et donc, du coup, pour pouvoir sortir de cet embarras, si je puis dire, le vrai enjeu, c'est de trouver quel mécanisme, on a essayé un certain nombre de tentatives, quel mécanisme de péréquation optimale on pourrait justement penser pour pouvoir justement... Optimal ou minimal ? Est-ce qu'il faut un panier minimal de services publics locaux pour garantir à chaque citoyen ? C'est optimal ou minimal ? Je dirais que c'est une exigence minimale, effectivement. Il faudrait assurer un service minimum. Ça, c'est une évidence, quel que soit le budget qu'on a. Bon, évidence. Enfin, ça, c'est l'objectif. L'évident aussi, c'est que ces services de base ne sont pas garantis à tous les citoyens marocains. Mais ça, c'est la politique cible, on va dire. Maintenant, est-ce que en théorie, voilà, oui. En objectif, ambition, théorie, etc. Sur le papier. Est-ce qu'on y arrive ou pas ? On peut donner des exemples. On a pris en main un certain nombre de sujets. Bien sûr, on ne peut pas ratisser sur l'intégralité des services de proximité. Mais à juste titre, si on veut donner par exemple l'exemple de la distribution d'électricité, par exemple, où tous les acteurs antérieurs au développement des SRM, par exemple, depuis 2024, là vous allez constater qu'il y a eu un changement de paradigme, il y a eu un changement d'approche. On a essayé de mutualiser et de réduire justement l'ensemble des difficultés qu'il y avait entre anciens opérateurs. Donc là, je fais référence notamment aux anciennes régies, à l'IDEC, à l'ONE, etc., pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes. Et là, il s'agit uniquement d'un seul service. Et du coup, on peut dupliquer cette logique à l'ensemble des services de proximité. Est-ce que c'est le rôle exclusif des collectivités? Bien sûr que non. Et à juste titre, on a essayé de rapprocher, on va dire, ou de décliner les politiques orientées citoyens ou à travers de l'élaboration de nouveaux programmes. Et là, je fais référence notamment au PDTI et on verra à terme où est-ce que ça nous mène. Pourquoi ? Parce qu'il y a une enveloppe budgétaire dédiée justement sur ce volet concernant justement les services publics exclusivement. Il est trop tôt pour pouvoir prétendre que ça pourrait résoudre l'intégralité des difficultés qu'on connaît aujourd'hui. Donc le PDTI peut être une solution. Mais ça pourrait être une alternative à certaines programmes de développement territorial intégré. Alors, mais qui doit porter la responsabilité ? Parce qu'avant de penser à la solution, il faut quand même un minimum pas de reddition des comptes, mais de redevabilité au moins. Qui doit porter la responsabilité finale quand un service est défaillant, quand un service local échoue? Est-ce que c'est l'État central, donc Rabat? Est-ce que c'est la région? Est-ce que c'est la commune? Est-ce que c'est l'opérateur? Vous avez parlé des SRM tout à l'heure, des sociétés régionales multiservices. Qui est responsable? Tarek Khardim. Oui, je voyais venir cette question. Oui. Je ne vous surprends plus quand même, je suis déçue. Attendez, l'émission n'est pas encore terminée. Bon, qui doit assumer cette responsabilité? Justement, il faut sortir de cette logique d'offre administrative vers une logique de service public universel territorialisé. C'est-à-dire un service tel il faut juste voir un petit peu ce qui se passe dans le pôle Nord, un peu en Espagne par exemple. Les routes, comment ils sont entretenues, les routes rurales, les services publics de base. Tout à l'heure, on parle de SMIG, les services de santé, les petits services de santé dans les petits villages
Il faut qu'on arrive à ça, c'est-à-dire un service public universel tel qu'on est en train de l'observer dans notre contexte territorial autour des exemples méditerranéens. Il faut qu'on puisse arriver aujourd'hui à capter une valeur qui est suffisamment socialement viable et économiquement viable, mais socialement également compte tenu du contexte marocain, qui est caractérisé par des financements qui restent limités, parce qu'on a discuté du Vous avez comparé à PDTI. l'Espagne, quel est le PIB de l'Espagne et quel est le PIB Oui, du Maroc. bien entendu. Si vous parlez d'économiquement viable et vous parlez de valeur... Mais moi, je ne parle pas de logique de croissance, parce qu'aujourd'hui, puisque c'est l'État qui intervient. Oui, mais on parle de budget. Qui dit croissance dit budget, oui, bien donc entendu. il faut se donner aussi les moyens de nos ambitions. Oui. Est-ce qu'on a les moyens de ces ambitions-là, de s'aligner à ces modèles méditerranéens européens? Aujourd'hui, c'est un problème administratif. Pas budgétaire. C'est comment on gère les finances au niveau des collectivités territoriales. Aujourd'hui, justement, le message royal a rappelé qu'il faut davantage mettre l'accent sur les financements innovants. Aujourd'hui, on parle des financements verts. Il faut que les collectivités territoriales puissent aussi travailler sur d'où le rôle également des élus, des cadres élus et ceux qui travaillent dans la collectivité. Et la bien commune. Entendu, parce qu'aujourd'hui, donc tout le monde est responsable. L'État, la commune, la région ou l'opérateur. L'État, il accompagne cette transition. Maintenant, c'est aussi aux collectivités territoriales. Les collectivités sont des partenaires de l'État pour arriver en fait. L'État central, quand je dis l'État, c'est Rabat. Bien entendu. Mais aujourd'hui, cette accessibilité en termes de financement, elle reste encore très limitée, non pas par rapport au contexte de financement des collectivités seulement, mais par rapport au contexte de montée en compétence des acteurs qui sont au devant de la scène pour les collectivités. Parce qu'en fait, le problème des disparités, il se pose où? Il se pose dans les régions où le taux d'activité il est faible. Pourquoi il est faible? Parce qu'il y a un problème d'accessibilité. C'est le serpent qui se mord la queue. Hein. Oui, il y a un problème d'accessibilité. Bien entendu, parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce que justement... Pas suffisamment d'entreprises. On ne crée pas suffisamment d'entreprises. Pourquoi? Parce que la région n'est pas assez attractive. Mais là, vous avez parlé de l'humain, on va y venir certainement. C'est le corps aussi du problème. Mais une autre question qui est fondamentale. Vous avez toujours pas mal répondu. Donc la responsabilité, elle est partagée. Pour l'instant, dans les textes, elle est partagée. Très bien, dans les textes. Dans la réalité, peut-on parler de décentralisation sans autonomie fiscale réelle des collectivités territoriales? La question est très simple. Vous avez parlé de financement. Oui. Comment? On ne peut pas permettre aux collectivités territoriales de leur donner tous les moyens d'un seul coup. Parce qu'il y a un principe dans la régionalisation qui est celui de la progressivité. Donc on ne peut pas permettre de faire ça d'un seul coup. On est en train de le faire progressivement en fonction de la formation des élites au niveau territorial. Aujourd'hui, il y a toutes les agences aussi qui accompagnent ces élites-là pour qu'on puisse arriver à... Maintenant, nous avons un problème également de convergence de certains projets. C'est-à-dire, en fait, on n'a pas encore mis en place un mécanisme de convergence qui nous permettra au niveau territorial de dire vers quoi vont aller les budgets nécessairement, puisqu'on ne va pas, pour ne pas tomber dans ces formes de redondance en termes d'allocation des budgets dans certains projets de territoire. Il y a des projets qui se répètent. Il y a des programmes qui se répètent au niveau territorial à cause d'un manque de convergence de certains programmes. D'où l'intérêt, en fait, de mettre en place davantage l'accent sur cette habitabilité territoriale. Qu'est-ce que c'est que cette habitabilité territoriale? C'est-à-dire, en fait, la logique de coproduction des textes, la logique de co-gestion et de co-organisation administrative manque encore non pas cette fois-ci dans le texte, mais dans les pratiques des acteurs. Professeur Khalfaoui, peut-être un commentaire. Par rapport à la question fiscale? Oui, par rapport à la question fiscale et aussi, est-ce que la régionalisation avancée, parce que ce qui nous mène à cette question aussi, tout aussi centrale, hein, bien sûr, est-ce que c'est un vrai déplacement du pouvoir, cette régionalisation avancée? Est-ce qu'elle produit ce déplacement du pouvoir du central vers le local, réellement? Il y a le fiscal, il y a le financement, il y a ainsi que d'autres centres de responsabilité et centres de prise de décision. Partiellement, c'est que la régionalisation avancée, donc l'État central délègue une partie de ses prérogatives, de ses compétences envers le Conseil régional, donc en laissant la possibilité au Conseil régional de développer, de mettre en exécution son propre projet de développement par rapport à sa région, mais qui reste, à mon avis, insuffisante dans le sens, par exemple, où les ressources financières
reste largement insuffisante pour mener à terme des projets de telle envergure. Et je pense que la question fiscale est centrale, à mon avis. J'ai fait tout à l'heure allusion au classement des régions par rapport au PIB. Si on fait le même classement par rapport au nombre de créations d'entreprises, on constate que les régions qui créent le plus de PIB, ce sont les régions où on crée aussi le plus grand nombre d'entreprises. Donc, finalement, l'encouragement de la création d'entreprises permettra justement d'insuffler un dynamisme économique au sein de ces régions. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à accorder des avantages fiscaux dans certaines régions pour essayer de les booster un peu en termes de création d'entreprises? Ça pourrait se faire, c'est-à-dire que dans le cadre actuel, il y a ce qu'on appelle les zones d'accélération industrielle, où on accorde un statut particulier à ces zones pour attirer justement la création d'entreprises et l'installation d'entreprises au sein de ces régions. Ça donnait des résultats fantastiques dans la région, par exemple, de Tanger, qui était... Oui, mais là, il y a la logistique aussi qui s'y met. Il y a la logistique. Voilà, exactement. L'écosystème qui suit. Et la connectivité. Oui. Parce que si on prend une région comme Daraa Filat, on prend souvent la région de Daraa Filat, mais on peut simplement l'expliquer si on prend les chiffres du HCP, bien évidemment en termes de création d'emplois et de création de richesses. C'est une région très riche, d'abord culturellement, mais aussi qui dispose de beaucoup d'atouts, mais un atout que regarderait un investisseur aujourd'hui, qu'il soit marocain ou étranger. Si je produis quelque chose localement, combien ça va me coûter pour l'exporter ou pour commercialiser mon produit? Très bien, dans l'absolu, on ne pourra jamais arriver à une équité totale. C'est-à-dire que même dans les pays développés, il y a des États, aux États-Unis par exemple, il y a des États très très riches. Par exemple, la Californie, c'est la 5e puissance en termes de PIB. Ce n'est pas comparable avec les autres États américains. Même en France, par exemple, la région Île-de-France arrive de loin devant des régions. C'est-à-dire qu'il faut sortir de ce mirage qu'on arrivera un jour d'instaurer un équilibre entre les régions. Il y aura toujours des régions plus développées que d'autres, mais en fait, l'essentiel, c'est essayer de réduire le gap entre les régions. Donc, si on arrive à faire cela, ça serait déjà parfait. Il y a un autre vecteur qui permettra justement ce qu'on appelle l'économie résidentielle, c'est-à-dire que des régions qui sont moins dotées sur le plan, par exemple, Tanger, c'est-à-dire il n'y a pas de façade maritime, mais il faut encourager des activités créatrices de richesses comme le tourisme, etc. Donc, il y a toujours moyen de trouver un projet approprié à chaque région selon ses caractéristiques. Mais il faut cesser de penser qu'un jour, on arrivera à instaurer un développement équitable entre l'ensemble des régions marocaines. Ce n'est jamais possible, ça n'existe nulle part. Mais est-ce qu'on peut parler de transférabilité des compétences? Là, on va parler humain. Si vous n'avez rien à ajouter sur le volet financier, bien sûr, Athman Fahim. Non, pour moi, c'est bon. Sur le volet financier, parlons du volet humain, messieurs. On parle de transférabilité ou de transfert de compétences aux régions pour produire un impact visible. Quelles sont ces compétences à transférer? Tariq Arti, puisque vous avez commencé à évoquer ce sujet. J'ai évoqué ça pour dire qu'aujourd'hui, la question des transfert des compétences ne suffira pas, bien sûr, pour réduire le gap. Parce que très sincèrement, pour être dans les réalités aujourd'hui dans lesquelles vivent les territoires, je parle des territoires qui sont en marge des politiques publiques au niveau national. Je ne parle pas des grandes villes, je parle des villes qui sont en marge des grandes orientations au niveau national, stratégiques d'aménagement du territoire au niveau national. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, c'est produire une élite aujourd'hui locale capable d'accompagner cette transition. On ne peut pas demander à une élite qui ne connaît pas comment mettre en place, comment soumettre un projet pour le financement décentralisé, s'il n'est pas formé pour ça. On ne peut pas demander qu'on attend de ces territoires-là s'ils ne sont pas en fait accompagnés non pas de transfert, mais de créer de la richesse à partir de compétences qui existent déjà dans les territoires et qui viennent travailler dans des grandes, étudier dans les grandes villes. Étudier et travailler, parce qu'elles n'ont pas où travailler non plus dans les régions. Exactement. Que demander? Donc en fait aujourd'hui nous manquons d'une vision claire en termes de formation territoriaux, des formations de ce genre de formation au niveau territorial. Alors, on pourrait voir d'autres exemples par rapport à ça. Aujourd'hui, comment on peut accompagner tout le tissu associatif et coopératif dans ces territoires-là. Vous avez des régions comme la région de Chaoun-Ouazzane ou la région de Gursif ou encore dans la région de Goulmim
de l'Aïon, etc. Il y a des potentiels très importants. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse accompagner cette transition? L'État oriente, oui. Oui, alors le diagnostic est là. Le oui, diagnostic les est constats fait. sont là. Les Oui. constats sont Qu'est-ce là, qu'il faut ça a été faire rappelé dans... Quelle est l'alternative, gars? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a une alternative Alors, viable? Il y a un plan Et de durable. formation qui a été lancé. Pour la formation. Oui, un plan de formation des élites territoriales qui a été par la suite retiré par le ministère de l'Intérieur parce que nous manquons encore de transparence au niveau territorial. C'est cette logique de rente qu'il faut absolument mettre fin. Il faut créer, certes, on est dans une mutation paradigmatique, oui, mais il manque en fait de cette rupture paradigmatique dans l'exercice de l'action publique territoriale, notamment à travers les montées en compétences. On ne peut pas encore continuer à faire ça parce qu'en fait, si les logiques de moyens ne manquent pas, les logiques de formation et de capitalisation sur le savoir-faire et sur les compétences propres de ces communes-là manquent encore. Parce qu'il y a une logique de rente très importante qui est également en quelque sorte menée. Quel genre de rente? La rente politique, la rente de ceux qui arrivent dans les pouvoirs, ceux qui ont la possibilité de décider dans certaines missions. Vous dites cela Oui, à quelques très semaines simplement. des élections législatives. Il faut le dire. C'est l'occasion. Oui. Il faut qu'ils l'entendent. Oui. J'espère que ce message soit aussi bien perceptible aux yeux de ceux qui décident, même au niveau national. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre ceci pour longtemps. Cette logique d'expérimentation, d'expérience, quand est-ce qu'on voudrait la vivre réellement? Cette logique de récits territoriaux, qui va écrire sur l'histoire de la commune, du territoire? Ce sont des gens qui ont quand même fait un parcours et à qui on peut leur donner la chance. Malheureusement, on n'est pas dans cette vision. C'est-à-dire, en fait, les messages royaux ne sont pas suffisamment en fait, captés de manière à ce qu'on puisse créer de la richesse. La vraie richesse, c'est cette richesse-là qui est perdue. Mais la richesse, la question fiscale, peut toujours être dépassée une fois qu'on pourrait avoir des assises de la fiscalité. On en a eu en 2019. Pourquoi pas les prochaines assises? On pourrait aller plus loin pour donner davantage de ressources à ces collectivités. Mais est-ce que c'est ça vraiment? Mais est-ce que plus de pouvoir local est égal à plus de transparence, à plus de contrôle citoyen? D'où la responsabilité du citoyen. Atman Fahim. Moi, je n'ai pas une question de budget. Honnêtement, quand on regarde certaines communes, c'est vrai que là, il s'agit d'espaces urbains assez développés. On a parfois des excédents budgétaires. Donc, on se pose vraiment la question, est-ce que c'est un problème de budget ou est-ce que c'est un problème de gestion? Donc là, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que la majorité des communes marocaines aujourd'hui, surtout centralisées dans le monde rural, souffrent justement de cette disparité, de ces inégalités sociales, etc. Maintenant, quand on regarde le fond, et vous parlez de responsabilité, quand on regarde l'intervention de l'État en elle-même, quand on voit par exemple l'élaboration par exemple des plans d'aménagement ou encore des plans d'urbanisme. On va se retrouver sur une palette justement de documents à ne pas en finir, mais quand il s'agit de mettre en place de manière effective les services a priori, il n'y a personne. Et donc du coup, s'agit-il de développer des espaces ruraux, centraux, à fort potentiel dans le vide pour en faire pour soi-disant lutter contre l'exode, ou on est dans une logique où effectivement on va doter un territoire de l'ensemble des services dès le départ pour pouvoir asseoir, on va dire, un minima d'infrastructures de base et de services de proximité. Pourquoi moi je ne lie pas la croissance, le développement économique aux exigences et aux inégalités sociales? Parce qu'effectivement, comme je disais, ça apporte suffisamment d'allocations, on va dire, économiques, ça apporte une aisance de la population pour pouvoir prétendre à on va dire, une dignité sociale beaucoup plus simplement. Mais, on ne va pas se mentir, le rôle de l'État aujourd'hui, c'est d'asseoir ces minima sociaux, quelle que soit la situation économique du territoire. Vous me direz, oui, on va mettre en place des projets structurants, mais certains citoyens de proximité au sein du territoire, ils privilégient le service public de proximité, les établissements de proximité de santé, d'éducation, à un théâtre ou à un stade de foot ou à un projet structurant. Après, c'est les besoins élémentaires aussi. Hein. Si on n'a pas un hôpital, et surtout si on n'a pas les médecins adéquats. Là, je fais référence surtout aux grands projets structurants. C'est-à-dire que parfois,
quand vous parlez de responsabilité, l'État a une vision peut-être, ou a des responsabilités, ou a une logique centrée sur des projets structurants et pas forcément de proximité. C'est vrai, ce n'est pas son rôle immédiat, on va dire. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que les services de proximité se placent en tête de liste? Et parfois, je vais donner peut-être des exemples, parfois certains projets structurants peuvent être nocifs, voire contraignants. Pourquoi? Parce qu'on va les privilégier, on va prioriser ce type de structure par rapport à d'autres projets qui sont en fait... Donc, qu'est-ce que vous dites? Il faut arrêter les projets structurants et on ne peut pas faire les deux en parallèle? On pourrait faire les deux. Voilà. Alors, mais on priorise, à défaut, quel que soit le territoire, les services de base de proximité. Alors, on parlait de diagnostic, les diagnostics, on les a. Les déficits sur quasiment tous les services, mais comment vous allez... Alors, si on parle infra, pur, oui. Si on construit un hôpital, il n'y a pas de médecin. Donc là, l'infrastructure de base dont quand on parlait justement de responsabilité commune, oui. L'infrastructure en elle-même peut être une responsabilité partagée et le médecin en l'occurrence, c'est une obligation, voire une exigence justement du ministère ou du département de tutelle pour mettre à disposition justement cet effectif. Maintenant, dans la gestion on va dire du territoire au niveau, par exemple, on va prendre infra, donc communal. Si je vous dis, est-ce qu'on a suffisamment de compétences aujourd'hui pour pouvoir asseoir ou diriger l'intégralité des services? On sait tous qu'on n'aurait pas créé les SDR et les SDL si on avait l'ensemble des compétences inscrites dans l'ensemble des communes. Donc forcément, on a essayé de trouver également une alternative. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne pour certains métiers, ça fonctionne pour certaines infrastructures, mais est-ce qu'on peut dire que l'expérience est généralisée à l'ensemble des communes? Bien sûr que non. Et donc du coup, c'est cet ensemble justement d'initiatives ou d'expériences qui fait qu'aujourd'hui, on devrait a priori généraliser les bonnes pratiques à plus grande échelle, notamment dans le monde rural, et de réduire forcément les inégalités en conséquence. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait, ça ne veut pas dire que toutes les politiques réalisées ou toutes les initiatives sont mauvaises, ça ne veut pas dire que les résultats qu'on a enregistrés, que ce soit dans le PRDTS ou que ce soit dans l'INDH ou encore dans les autres programmes antécédents, n'ont pas apporté leurs fruits. Ils ont apporté leurs fruits à bien des égards, mais on est en perpétuel développement, on ne va pas se mentir non plus. La question enfin, le professeur en parlait, il disait égalité. C'est sûr qu'il n'y aura pas d'égalité, ça c'est une évidence. Mais comme je disais, le minima ou l'équité ou la justice plutôt sociale, c'est une exigence, c'est une cible, et je pense qu'on peut facilement l'atteindre si on actionne les bons leviers. Mais quels sont ces leviers? Comment penser cette justice territoriale? Est-ce que c'est social? Est-ce que c'est économique ou démocratique? Là, je parle exclusivement social. Et pour moi, je pense qu'il faudrait sortir de ces querelles politiques incessantes au niveau local, parce que je ne pense pas que c'est ça qui va résoudre le problème. Moi, je pense que... De manière réaliste. De manière réaliste. On n'a pas encore commencé la campagne électorale. On en sent déjà les prémices. Et vous êtes en train de me dire, non, il faut dépasser ces querelles politiciennes. Pourquoi? C'est la base même de l'exercice démocratique. Je suis d'accord. Mais quand on parle de minima sociaux, il faut retirer ces aspects. Pourquoi? Parce que si je mets en place aujourd'hui un mécanisme de péréquation qui exige, on n'est pas là à faire des calculs ou à estimer des budgets ou à potentiellement envisager des projets futurs. Là, on est en train de parler d'une exigence citoyenne avec des budgets soit via la péréquation éventuellement, soit permettre justement aux régions ou aux communes les plus riches de pouvoir doter les communes les plus pauvres. C'est des mécanismes qui existent, on ne va pas se mentir, donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas les utiliser à notre niveau, pour pouvoir alimenter certaines communes pour asseoir justement ces infras de base. Je pense que ce n'est pas impossible. Et je pense que c'est très réalisable s'il y a vraiment cette volonté
Après, bien sûr, ça va forcément passer par le législatif. Mais la nouvelle version si- du PDTI, des PDTI, elle va justement dans ce sens. C'est-à-dire on dépolitise, si je peux me permettre En partie, mais après, l'analogie, on dépolitise finalement les services de base pour le mais citoyen. chacun regarde le verre à moitié vide ou à moitié plein. Quand on regarde le PDTI, tout le monde, il y a une grosse partie des personnes qui nous disent « Oh non, c'est trop d'influence, c'est trop de poids pour le ministère de l'Intérieur. » Mais le ministère de Alors, juste l'Intérieur... pour qu'on explique, on rappelle à nos téléspectateurs, c'est-à-dire qu'il y a une structure où c'est le Weli de la région qui décide ou valide, bien sûr sur proposition du gouverneur, mais aussi du président de la région. Absolument. Corrigez-moi si je me trompe. Mais il y a avec un pilotage du chef du gouvernement. Oui, le pilotage au niveau stratégique. Au niveau stratégique. Non, mais ce que je veux dire, non, parce que c'est juste par rapport à ces... effectivement, il y a eu des retours par rapport à ces plans de développement territoriaux intégrés. Dans leur nouvelle version, eh bien, il y a quand même la présence de tous les maillons, finalement, décisionnels. Il y a effectivement le ministère de l'Intérieur à travers le Weli et le gouverneur, mais il y a aussi la personne, ou en tout cas l'institution de la primature, qui tranche dans notamment les gros projets. Pour une meilleure cohérence. Pas que pour les grands projets. C'est une enveloppe de 210 milliards, je pense. C'est sur 6 ans. Sur 6 ans. Sur 6 ans, vous imaginez que ça ne fait pas aussi... parce que l'enveloppe telle qu'elle a été présentée par rapport à 6 ans, Certes. c'est pas ça qui... Moi, ce qui m'inquiète, c'est la logique de finalité. Qu'est-ce qu'on veut vraiment derrière tout ça? Parce qu'en fait, il y avait d'autres programmes qui ont fait cet exercice-là. On a fait la méthode avec laquelle nous avons mis en place ces programmes. C'est toujours les méthodes classiques en matière de compréhension en fait, des besoins au niveau territorial. C'est toujours la méthode de diagnostic, faire participer un ensemble des acteurs. C'est très important, c'est même constitutionnel. Mais qu'est-ce qu'on voudrait derrière cette finalité? À quoi on voudrait arriver? Parce qu'il y avait d'autres programmes aussi qui accompagnent. Quelle est votre réponse? Qui travaillent par rapport à quoi? Ma réponse, c'est Moi, je ne suis pas dans cette... non, mais comment... Oui, mais bon, pas... vous êtes expert, c'est-à-dire, selon vous, quel serait peut-être l'objectif optimal à atteindre avec ces nouvelles dispositions? Pour moi, c'est un meilleur impact. On a eu, à plusieurs reprises, on a cessé de dire qu'il y a eu énormément de dysfonctionnements entre les différents niveaux de collectivité, notamment région, gouvernorat, province, préfecture, mais aussi commune. Aujourd'hui, cette nouvelle approche permettrait justement de réduire ces dysfonctionnements et en conséquence de mesurer d'une meilleure manière l'impact réel de ces mêmes politiques. Enfin, il n'y a rien qui a véritablement changé. Comment le mesurer? Moi, peut-être, ce n'est pas l'approche qui a changé. Quels sont les KPIs à prendre en considération? Est-ce que c'est que le budget qui a été débloqué? Comment on peut mesurer? Je crois que la question elle a été déjà posée dans une émission précédente. Je suis restée sur ma faim. Je n'ai pas eu vraiment une réponse. Comment mesurer? Professeur Khelfaoui, vous êtes académicien. Vous pouvez peut-être nous donner la formule pour mesurer l'efficience, que ce soit d'une politique publique sur le local ou tout simplement sur l'action locale elle-même? À mon sens, on est au début de ce processus de régionalisation avancé. Il faut être... Oui, pour des... Non, pas 20 ans, c'était en 2013. Donc, les premiers... 15, oui. Donc, c'est très peu. Donc, l'espace de 10 ans, c'est très peu en économie pour commencer à sentir des résultats très, très, très palpables sur le terrain. Quoique, en fait, il y a des problèmes liés. Par exemple, il y a des régions qui ont pris du retard à adopter leur PDR. Par exemple, la région de l'Atafilel, le projet n'a pas été validé par le ministre de l'Intérieur. Donc, il faut être un peu patient. Donc, c'est vrai, il y a beaucoup de couacs par rapport aux compétences, par rapport aux ressources financières, parce que la région, c'est une structure malheureusement qui est plus pauvre en termes de ressources fiscales que la commune. Et ça, c'est un peu aberrant. Il y a très peu d'impôts qui sont vraiment réservés à la région. Et on n'a que 3
alors que la commune, il y a vraiment beaucoup d'impôts. Pourquoi, selon vous? Mais je ne sais pas, je ne comprends pas cette logique. On donne beaucoup plus de compétences, beaucoup plus de prérogatives à la région. Mais il faut leur doter, ou leur donner les moyens justement d'avoir beaucoup plus de recettes fiscales pour justement financer ces projets. Oui, mais il y a la redevabilité. Est-ce que ça veut dire... On revient à la question que je posais tout à l'heure, qui est restée toujours sans réponse. Cette question de redevabilité, si on donne ces budgets effectivement à la région, est-ce que ça veut automatiquement dire qu'il y aura plus d'efficience? Est-ce qu'il y aura plus de contrôle? Si effectivement on leur ouvrait une ou on va dire une fenêtre fiscale donc de revenus supplémentaires. Non, pas forcément. C'est que l'efficacité ne dépendra pas forcément des moyens alloués, ça c'est sûr. Ça dépend de la qualité des gestionnaires. Des élus, il faut le dire. Des élus, des gestionnaires. Faut le dire. Enfin, des voilà. élus, des gestionnaires dans la région, ce sont des élus. Des élus et des compétences, parce que par exemple... Est-ce que ces élus ont les compétences? C'est ça. Parlons-en. Oui. Non, parce que oui, on parle de compétences depuis tout à l'heure en ce qui concerne la commune. Et parlons aussi de la compétence de la région. La région, elle a les compétences. Ce sont des personnes élues, en fait. Ils sont choisis par les citoyens. Est-ce que c'est pour leurs compétences qu'ils sont élus et choisis par les citoyens, Dr Khelfaoui? Je n'en sais rien. C'est-à-dire qu'on ne va pas vraiment un peu discuter le choix des gens, parce que sinon, ça serait un peu une atteinte à la démocratie. C'est-à-dire qu'ils étaient choisis. Peut-être ils n'ont pas les compétences, les connaissances pour, mais il faut reconnaître que ce sont des élus. Donc c'est aux citoyens de faire attention, justement, de choisir que des personnes qui soient vraiment à la hauteur. En théorie. En pratique, je voudrais dire quelque chose sur ça, parce que j'ai eu le plaisir, le privilège peut-être, de connaître quelques élus au niveau régional, mais aussi au niveau national et au niveau communal. C'est une question de pouvoir aussi. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas de bonne foi qui manque. Ce n'est pas de bonne foi qui manque, ce n'est pas de compétences des fois toujours qui manque, c'est un enjeu de pouvoir au sein même du conseil régional. Qui détient quoi? Qui décide de quoi? Qui fait quoi? Comment cette répartition en termes de pouvoir se fait? Et ça, c'est un enjeu important, parce que des fois, nous avons de très bons élus au niveau régional, qui ont la capacité en fait institutionnelle et juridique d'accompagner cette transition vers plus de projets intégrés. Oui, mais le problème des fois c'est un enjeu de pouvoir. Je peux être très compétent, mais vous avez plus de pouvoir par rapport à moi. Le pouvoir il est transformateur, il se joue dans les coulisses, en dehors des règles démocratiques. Ça, ce qu'il faut en fait davantage mettre l'accent sur ça. Et des fois, cette personnalité de l'élu qui pose aussi également un problème. Enfin, c'est qu'on pourrait faire de cette capacité aujourd'hui à faire de l'élu. En fait, cette ambiguïté en termes d'exercice du pouvoir au niveau régional pose problème. Je peux vous dire qu'au niveau régional, ils ont la capacité en fait de mettre en place des programmes de formation pour accompagner cette transition démocratique au niveau territorial, accompagner les formations, changer certains paradigmes, certains même habitudes au niveau régional. Mais des fois, c'est un enjeu de pouvoir très subtil qui fait que vous pouvez avoir la bonne formation, la bonne compétence, au-delà même bonne foi, mais vous n'avez pas le pouvoir d'un autre élu qui a aussi la même commission une autre commission comme vous. Vous voyez, donc ces enjeux-là, difficiles d'être perceptibles au regard d'un économiste quantitatif, mais facile à voir quand on fait de l'observation en tant qu'économiste de développement. Et ça, c'est difficile de le quantifier. Alors, comment penser cette justice territoriale? D'abord, le diagnostic est fait, on a eu quelques petites alternatives. On va dédier les 10 dernières minutes de cette émission aux alternatives. Parce que c'est facile de critiquer. C'est facile de mettre le doigt sur ce qui ne marche pas. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites. Il y a eu, bien sûr, en 2021, ce rapport de la Commission sur le nouveau modèle de développement qui a quand même tracé la voie et mis en place des objectifs à horizon 2035. Mais moi, j'aimerais bien avoir vos recommandations, messieurs, vos alternatives pour repenser cette justice territoriale dans notre pays. Vous voulez une réponse? Ou plusieurs, hein. Ou plusieurs. Une réponse de
à travers mon humble expérience, à travers le regard à travers mon observation dans la réalité du terrain politico-territorial. Les changements s'opèrent au niveau des prochaines élections. Il faut qu'aujourd'hui, qu'on fasse davantage attention à qui on doit, en fait, pour qui on doit donner notre Suffrage. au suffrage, exactement, universel. À qui on doit donner notre voix. C'est fondamental aujourd'hui, parce qu'en fait, le changement s'opère dans les textes d'abord. Après, le texte, il doit être accompagné d'un ensemble en fait, de formes juridiques, institutionnelles. Donc pour vous, il faut penser la justice territoriale sous les lunettes démocratiques. D'abord avec les lunettes démocratiques. D'abord démocratique. Oui. D'abord démocratique. Mais il faut qu'il y ait une rupture par rapport à tout ce qui se fait actuellement. Si on voudrait changer, le texte, il est en train de changer. Il y a d'énormes en fait, réformes qui se font. Mais au-delà des pratiques, c'est une affaire d'abord de citoyenneté active. C'est une affaire d'abord de citoyenneté proactive. Une citoyenneté capable de suivre et de voir. Alors, vous imaginez tout ce qui s'est passé dernièrement. Moi, je reste surpris de tout ce qui se passe devant nos yeux. Et justement, vous parlez de la redevabilité. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui ne changent pas autour de nous et qui sont de nature démocratique. C'est ça qui m'inquiète davantage. Aujourd'hui, si on arrive à changer ça, tout va pouvoir changer. Et justement, l'État aujourd'hui est en train de jouer ce rôle en fait, d'architecte de cette habitabilité socio-territoriale, si j'ose dire. Mais maintenant, il faut que tout viendra aussi de cette éducation vers une citoyenneté active, une citoyenneté capable en fait, d'agir. Alors, on a déjà vu des expériences en 2017, 2014, une citoyenneté capable en fait, d'agir, de lui donner cette possibilité de libre expression. C'est ça qui va permettre en fait, de changer, notamment par le texte. Toujours dans le même sens, c'est-à-dire que c'est une responsabilité des citoyens, parce que finalement, ces responsables sont au pouvoir, c'est grâce à leur vote, mais aussi c'est un problème des partis politiques. Il faut penser, les partis politiques doivent vraiment améliorer l'offre politique en termes de candidats. Vraiment, c'est pour des responsabilités, président de région, président de commune, vraiment, il faut présenter, il faut donner l'accord qu'aux candidats sérieux avec une certaine compétence parce que l'enjeu est majeur. Et donc c'est à la fois la responsabilité des citoyens parce que c'est eux qui choisissent, mais en même temps c'est aussi la responsabilité des partis politiques à travers les candidats qui sont accrédités pour les élections. Soufiane, pardon, Othmane Ferri. Pour moi, mes interventions généralement sont toujours... Il doit nous rejoindre dans cette affaire. Non, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais c'est intéressant d'avoir plusieurs couleurs pour peindre un tableau plutôt différent. Pour moi, donner la responsabilité exclusivement au choix du citoyen, malheureusement, je ne pense pas que ça va être forcément une bonne solution, tout simplement parce que ça pose l'a priori selon lequel... tous les citoyens savent véritablement où se trouvent leurs besoins, où se trouvent les déficits. Et donc, du coup, sachant que cette hypothèse n'est pas recevable, il est a fortiori évident qu'on est obligé d'avoir un État protecteur, un État social, un État qui a comme principal objectif ou politique cible de pouvoir asseoir justement cette justice au niveau territorial. Et donc, du coup, ça, pour moi, à mon sens, si on n'exige pas dans les textes ce minima, jamais rien ne va changer. Si on n'impose pas des mécanismes de péréquation, que ce soit fiscaux, que ce soit d'infrastructures de base, que ce soit de minima, je doute fortement qu'on puisse aboutir très rapidement justement à cette justice sociale, tout simplement parce que les écarts sont déjà là. Même si on tente aujourd'hui d'injecter des milliards et des milliards dans des territoires, ça n'a pas forcément comme objectif direct de pouvoir asseoir justement cette justice. Et donc, du coup, étant donné qu'on est dans une logique moyen-long terme, il est évident que si on ne met pas en place justement ces mécanismes et qu'on les institutionnalise, il est très difficile de penser
à une évolution rapide de cette justice et de cette équité sociale. Alors, en 2035, à quoi devrait ressembler, selon vous, une gouvernance territoriale réussie au Maroc et en Afrique? Parce qu'on s'est un peu éloigné du CGLU, de cette conférence qui s'est tenue à Tanger, donc c'est l'actualité, mais bien sûr on a zoomé sur notre actualité et c'est transposable à plusieurs pays de notre continent, bien naturellement. Mais si on pouvait parler d'un exemple de gouvernance, à quoi devrait-il ressembler? Gouvernance territoriale, bien évidemment. Professeur Khalfaoui. Tout à l'heure, vous avez fait allusion au discours royal, donc sur les priorités, mais à la fin de ce discours, le roi a rappelé que le Maroc est ouvert à la coopération avec les voisins africains, donc à travers la proposition de l'accès à l'Atlantique pour les pays du Sahel et à travers le grand projet de gazoduc Nigeria-Maroc. Oui. Donc ça veut dire que la dimension africaine reste omniprésente dans ce cadre-là. Et donc je pense que le co-développement ne pourra pas se réaliser si on exclut la dimension africaine du Maroc. Donc, dans l'avenir, je pense que les grandes réussites se feront grâce à des unions, que ce soit des unions régionales, surtout s'agissant du Maroc, entre les pays africains voisins. Oui. Tariq Akhdim. Je pense très sincèrement d'abord au plan d'autonomie nationale, parce qu'il va complètement changer la donne, parce que d'ici 2035, j'imagine qu'on va déjà pouvoir réfléchir à une nouvelle organisation territoriale qui va influencer directement les nouveaux partenariats du Maroc avec ses voisins africains. Effectivement, Sa Majesté a rappelé dans le discours adressé au sommet de la CGLU que d'abord les différents projets, notamment le projet du gazoduc, le projet de l'Atlantique, c'est-à-dire la convention des pays du Sahel, qui va complètement changer en fait la donne dans cette région. Non pas seulement la donne sécuritaire et politique qui est très importante, qui a bien sûr un rôle de facilitateur pour justement engager des réformes territoriales dans d'autres régions, notamment les régions du Sahel et les régions du sud-ouest africain. Mais j'allais dire qu'aujourd'hui, cet engagement-là va davantage en fait permettre au Maroc et d'ailleurs Sa Majesté l'a rappelé, l'a bien souligné, donner ce moment-là, ces 3 jours du sommet, ce sont des moments de réflexion sur une nouvelle définition des réformes territoriales que doit engager le Maroc dans son contexte panafricain, mais dans son contexte également géographique qui est en transition permanente et qui nous engage également pour davantage en fait, de réflexion au niveau territorial sur comment en fait, engager des réformes en termes d'une nouvelle contractualisation porteuse de nouveaux récits de territoire, des contractualisations qui n'est plus en fait exigeante seulement par rapport aux capacités institutionnelles, mais également les capacités en fait de réforme économique, les réformes fiscales qui vont être engagées très prochainement, peut-être avec cette régionalisation avancée. Donc, je pense que ces mécanismes également de péréquation qui a été souligné par ces Hertzman vont également font l'objet de réformes. Je pense que cette nouvelle réforme, certes engagée au Maroc depuis plus d'une dizaine d'années, va nous permettre d'engager de nouveaux langages. Même le langage aujourd'hui territorial va changer parce que la réforme d'autonomie territoriale des provinces du Sud va nous permettre de voir autrement la vision du Maroc avec les pays du Sud. En quelques mots, Asman Fahim, pour clore. Moi, j'y ajoute justement ces aspects de résilience, effectivement. Il est évident que on n'est pas aux prémices, mais on va dire qu'on a fait d'énormes pas avec énormément d'initiatives. Et je pense qu'à ce niveau, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'à l'aube justement de 2035, qu'on puisse effectivement généraliser l'ensemble de ces initiatives à l'ensemble de nos territoires. Parce que sans ça, on ne pourra pas justement aboutir justement à des résultats convaincants, notamment dans les territoires les plus enclavés. D'où justement ce message royal adressé hier aux participants de ce congrès mondial de la conférence des gouvernements et localités unies. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir enrichi ce débat sur la justice
territoriale. Merci Tariq Ardim. Merci à vous. Merci professeur Khelfaoui, c'est un plaisir de vous accueillir et merci à vous aussi, Stéphanie. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Questions d'actu. Très bonne soirée.